Juin 1995, Lauzet, en Charente-Maritime. 3 personnes d'une même famille disparaissent. Marcel Rousseau, 59 ans, son petit-fils, Johan Pequet, 13 ans, et sa fille, Patricia Pernin-Pequet, la mère de Johan, 35 ans. Tout commence par un coup de téléphone d'une femme à la gendarmerie. Katia est inquiète, elle est sans nouvelles de sa sœur Patricia et de sa mère. Gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély, j'écoute. Oui. Les gendarmes se rendent à Lauzet, au domicile de Patricia et de son compagnon Alain, mais trouvent la maison close. Ils se renseignent auprès des voisins qui précisent avoir vu Alain Le Nestour déménager pour Prissé-la-Charrière. Patricia et son concubin Alain Le Nestour viennent en effet d'y acheter la ferme dite de la Contremarche et a priori ont l'intention d'y vivre avec Johan, le fils de Patricia. Les gendarmes de Goulet contactent les gendarmes de Beauvoir-sur-Niort qui étaient compétents à cet endroit donc, et demandent à contacter Le Nestour. Le Nestour se déplace à la brigade de Goulet. Et là, il rencontre les gendarmes donc une première fois. À ce moment-là, aucune enquête n'est encore ouverte. Cette audition ne fait donc pas l'objet d'un procès verbal. Alain Le Nestour, 39 ans, est ferrailleur de profession. Et il est formel. Patricia, sa mère Marcel et son fils Johan sont partis le 7 juin au matin dans une 405 immatriculée au Maroc. Ne croyant pas une seule seconde à la disparition volontaire de leurs proches, Katia, le concubin de Marcel et le père de Johan alertent le parquet de Saintes. Et le 17 juin, 11 jours après la disparition, une enquête de flagrant délit est ouverte. L'enquête se lance sur 2 pistes, en fait 2 hypothèses de travail. La première, c'est le départ volontaire des 3 personnes, comme le soutient Le Nestour. Et la deuxième, donc, c'est l'hypothèse criminelle, ou l'enlèvement, la séquestration, ou pire, l'assassinat. Nous nous rendons le jour même au domicile de Lauzet. Philippe Tallery fait appel à 2 techniciens d'investigation criminelle de la brigade de La Rochelle. Parmi eux, Pascal Castet. Le but de notre intervention est double. Le premier, de s'assurer qu'il n'y avait personne dans la maison, vivante ou décédée. Et dans l'hypothèse où il y avait personne dans la maison, le deuxième objectif, c'était de fixer tous les éléments de la maison, de procéder à constatation, de fixer la scène. À l'époque, Michel Rouillon était le maire de Lauzet. Il avait pour adjoint Claude Sorin et Hubert Gauthier. On était là comme témoin. Hein. On était uniquement, oui. On était là uniquement. Il mettait les scellés sur tout ce qui confisquait, et puis on signait il fallait rien à toucher, il fallait pas toucher une chaise. Nous ouvrons la boîte à lettres, à l'intérieur de laquelle nous constatons la présence de différents courriers, dont les premiers sont datés du 14 juin 1995. On constate donc la présence de fruits en état de décomposition. J'ouvre la vaisselle. À l'intérieur de la vaisselle sale, également moisie. On veut monter au premier étage et là, un escalier et des traces de colle. Cet escalier était recouvert d'une moquette qui a dû être arrachée. Sur le lit, une couette, pas de drap sous cette couette. Dans un débarras, on s'aperçoit qu'effectivement il y a pas mal de chaussures. La garde-robe paraît
complète. Dans la salle de bain, on constate la présence des brosses et différents produits de beauté. Dans la salle à manger, un petit livret avec les horaires à partir de l'aéroport de Mérignac. Je me souviens qu'à un moment donné, avec un des témoins, je lui dis mais regardez, ils sont peut-être partis en voyage. Ils avaient laissé un dépliant de l'heure de départ des avions de Bordeaux. Oui. Bon, c'était un petit peu... bon. Tout ça, c'était un petit peu de mise en scène, je pense. La première impression, c'est de se dire il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. Il s'est passé quelque chose, mais à un moment donné, la vie s'est arrêtée précipitamment dans cette maison. Dans quelles conditions, à ce moment précis, on ne le sait pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La maison de Lauzet est immédiatement mise sous scellé. Et le lendemain, le 21 juin, l'adjudant Tallery décide de faire une perquisition chez Alain Lenestour à Prissé-la-Charrière. Il s'agit de vérifier si Alain Lenestour ne séquestre pas ces personnes. Donc nous nous rendons donc à Prissé-la-Charrière, où là nous effectuons une perquisition dans l'ensemble des bâtiments de sa ferme. Alain Lenestour est placé en garde à vue pendant 7 heures. Cette fois, l'audition fait l'objet d'un procès-verbal et est considérée officiellement comme une première déposition. Un détail troublant, Alain Lenestour a déjà une nouvelle concubine. Elle nous a dit que Lenestour l'avait contacté, donc a priori après, je dirais, dans les alentours du 12 juin, pour lui demander de revenir avec lui. Étant entendu qu'a priori, il avait une petite fille qui était de Lenestour Alain. Vous avez vu une voiture arriver? Ah, elle était déjà là. On le laisse exprimer librement et il nous raconte, si vous voulez, les événements tels que lui veut bien nous le décrire. Ensuite, Alain Lenestour confirme sa première version. Patricia, Johan et Marcel sont bel et bien partis dans la nuit du 6 au 7 juin. Entre 3h et 5h du matin, donc après avoir rassemblé les affaires dans les sacs poubelles, avoir pris des draps, des couvertures, les avoir mis sur le bord de la route. Il nous décrit l'arrivée, donc ce véhicule avec une plaque d'immatriculation pouvant être arabe, conduite par un homme, 50 ans à peu près, marocain. Il nous dit que les deux femmes plus l'enfant sont montées dans le véhicule et sont parties, et que depuis, il n'a plus de nouvelles. Et Alain Lenestour a même une hypothèse. Il serait parti pour le Maroc. Le frère aussi de Patricia, donc, Bruno, qui lui travaillait au Maroc, et donc se trouvait d'ailleurs au Maroc au moment de la disparition. Il n'y avait pas eu de vol donc pour le Maroc à ce moment-là. Ouais. Alors, il dit, bon, bien sûr, là, il nous emmène en bateau, c'est pas autre chose. La voiture de Marcel Rousseau, la mère de Patricia, est retrouvée sur le parking de la gare de Niort. Portières ouvertes et les clés sur le contact. Surlendemain, il découvre donc un mot coincé dans la serrure de la maison, selon lui écrit de la main de Patricia, qui lui demande donc de conduire la 205 de Madame Rousseau sur le parking de la gare de Niort, ce qu'il fera a priori, selon lui, le lendemain et tout seul. Il déclare en effet être rentré en stop en pleine nuit à Prissé-la-Charrière. Mais des choses nous intriguent, notamment le fait que les moquettes ont été arrachées dans la maison. C'est quand même donc, et là, Lenestour nous dit rien sur le premier jet, si vous voulez. À l'issue de cette première audition, le ferrailleur est relâché alors que les enquêteurs cherchent à reconstituer les emplois du temps des 3 disparus. Tout est passé au peigne fin. Les comptes en banque, le courrier, le téléphone des proches, au cas où ils appelleraient, mais aussi les mairies et les administrations qui sont averties et mises en alerte. Et peu à peu, l'emploi du temps des disparus se dessine. Le 6, il me semble, Patricia est allée rencontrer une de ses collègues de travail. Donc, il lui a demandé un certain nombre de renseignements pour pouvoir engager une procédure au niveau des prud'hommes contre son employeur. Et donc, ça nous permet de déterminer que le 6 juin jusqu'à environ 19h, donc Patricia et sa mère se trouvaient bien donc, au domicile de cette personne et qu'à priori, elles sont rentrées vers 19h30, donc au domicile à Lauzet, où se trouvait déjà Johan qui avait quitté son collège.
Le lendemain, Patricia devait aller chercher sa moto en réparation. Elle n'est jamais venue. Elle possédait un sidecar. C'est une moto qui n'est pas destinée à toutes les filles, surtout pas à tous les hommes, mais encore moins à toutes les filles. Et ça détermine un caractère assez spécial, parce que pour conduire ce genre de véhicule, il faut quand même avoir une certaine notoriété. Il y avait une moto qui était importante, il me souviens de l'avoir vue, cette moto. Oui, il avait une grosse moto. Elle était quand même sous l'emprise de l'Honestour, qu'elle le craignait, mais elle avait quand même un fort caractère, et donc forcément ça créait des frictions. De même, Patricia n'envoie pas à son entreprise le certificat médical justifiant son arrêt maladie. Sa mère, Marcel, était partie de chez elle le 2 juin et devait rentrer pour la fête de son village, qu'elle ne manquait jamais, tous les 17 juin. Mais ce jour-là, personne ne la verra vendre ses confitures comme elle en avait l'habitude. Quant à Johan, il n'est plus retourné en classe depuis le 6 juin au soir. On était loin de se douter que le gamin n'allait plus à l'école. Lui, il était vraiment attachant. Ouais. Oui, il était attachant. Il s'intéressait, quoi. Nous, on le voyait moins, mais toi, là-bas, tu le voyais quand même souvent. Oh oui. Le 8 juin et les jours suivants, Johan ne répond pas au coup de téléphone de sa grand-mère paternelle, qui pourtant essaye de le joindre pour lui souhaiter son anniversaire. On s'aperçoit qu'à compter du 6 juin au soir, donc à 19h30, on n'a plus aucun signe de vie des 3 personnes. Une nouvelle perquisition dans la maison de Lauzet est organisée, mais cette fois-ci en présence de Katia, pour identifier les affaires personnelles de sa mère, Marcel, de sa sœur Patricia et de son neveu Johan. Là, il est apparu effectivement que de nombreuses affaires appartenant à Madame Rousseau donc, se trouvaient encore au domicile. On a retrouvé un nombre de vêtements, de chaussures qui appartenaient tant à Johan qu'à sa mère. On a retrouvé également donc, la carte d'identité à Johan. On a retrouvé aussi la Game Boy qui lui avait été offerte et dont on ne se séparait jamais. Pourquoi les effets personnels des disparus sont-ils retrouvés dans leur maison ? Katia, désespérée, craint le pire. On avait entendu dire que Patricia voulait rompre avec lui. D'après, ça s'est dit un peu comme ça. Non, ouais. mais vous savez qu'avec ces gens-là, c'est pas facile, ça. C'est pour ça que sa mère est venue là. C'est possible. C'est possible. Bah, c'est ce qui s'était dit, oui. Oui, c'est ce qui s'était pour dit. essayer de rattraper le ménage, mais c'est De rattraper ou de rompre totalement. Donc on sait qu'elle avait l'intention plus ou moins de venir chez sa fille dans le but de la convaincre de quitter le Nestour. On sait aussi par les camarades de classe de Johan que celui-ci donc a déjà dépeint de scènes de violence entre le Nestour et sa compagne. Patricia et Marcel auraient-elles choisi de leur propre chef de disparaître purement et simplement ? Ou bien Alain Le Nestour n'a-t-il pas supporté l'idée d'une rupture avec Patricia ? L'enquête de flagrant délit est close le 28 juin. Mais au vu de ces résultats troublants, le 30 juin 1995, la juge d'instruction de Saintes, mademoiselle Giraud, délivre une commission rogatoire pour enlèvement et séquestration de plus de 7 jours, dont un mineur de 15 ans. Un groupe d'enquêteurs est mis en place et je suis désigné directeur d'enquête. Donc ce groupe de travail va être, c'est du personnel qui est prélevé dans les unités et qui va travailler dans un lieu précis et qui va ne se consacrer qu'à cette enquête. Ce groupe de 15 personnes s'installe dans une commune voisine, à Saint-Jean-d'Angély. Ce qu'il faut remarquer dans ce dossier, c'est que la famille signale les faits à la gendarmerie le 17 juin. Or, la date où Madame Péquet est vue pour la dernière fois, c'est le 6, soit 11 jours plus tard. D'emblée, l'enquête s'annonce difficile. La difficulté, c'est de recueillir les éléments. En fait, on dit que le temps est un ennemi pour nous dans les constatations. Et plus le temps passe, moins les constatations sont fiables. À ce stade, les 2 hypothèses initiales sont conservées. Soit il s'agit d'une disparition volontaire, soit d'un acte criminel. Même si... L'hypothèse criminelle semble être à privilégier parce qu'en fait, rien ne permet de démontrer que ces personnes sont encore vivantes. Alain Le Nestour apparaît comme le principal suspect et les gendarmes décident de le placer sous surveillance.
Il est très très connu des services de police et de gendarmerie pour différents dossiers, mais bien sûr pas des dossiers criminels. Dossiers notamment de véhicules, etc. De non-paiement. Et surtout, aucun indice n'explique un départ précipité des disparus. Patricia, c'est l'énigme, mais moi je suis persuadé qu'elle n'est pas disparue de sa propre volonté, c'est clair. Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Moi non plus. Qu'elle soit partie avec le gamin et sa mère volontairement. Oublier les lunettes. Je crois pas, j'y crois pas, même maintenant. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Surtout que Patricia, c'était quelqu'un d'ouvert. Donc, si elle ressentait quelque chose avec ses amis ou quoi, il y en aurait obligatoirement eu un ou deux qui auraient été au courant de ses faits et gestes. Les gens comprenaient mal que cette jeune femme se soit mise avec ce gars-là, quoi. Patricia était quelqu'un de bien vivant, qui aimait bien la vie, qui la prenait à pleines dents. Quant à Johan, eh bien lui, c'était un enfant de 13 ans qui était scolarisé tout à fait normalement et qui n'avait absolument pas parlé à ses camarades de collège de partir ailleurs. Madame Rousseau avait des petits-enfants auxquels elle était attachée. Elle aidait sa fille, sa seconde fille, elle l'aidait, donc elle gardait des contacts avec toute sa famille, quoi. Donc c'est vrai que là, on pouvait s'interroger sur sa disparition. Le compagnon de la grand-mère, lui aussi, craint le pire. Ils ont tous les trois le même sentiment, je veux dire, c'est qu'il arrivait quelque chose de grave. Et ils ont aussi également très rapidement pris un avocat. Ils sont constitués partie civile, ce qui veut dire qu'ils ont accès au dossier par le juge d'instruction. On a l'impression que, d'un coup, dans le champ d'une vie ordinaire, avec ses allées et venues, ses peines, ses joies, ses migraines, ses jours de pluie, ses jours de soleil, comme ça, un jeune homme, une dame plus âgée, une jeune femme, disparaissent comme si un magicien diabolique les avait escamotés. Et elles disparaissent du jour au lendemain, sans laisser de traces. Disparition totale, aucun mouvement bancaire, aucun coup de téléphone, aucune apparition. Un engloutissement dans la matière du temps, en quelque sorte. C'est ça qui m'a frappé d'entrée. Je me suis dit, mais on ne peut pas disparaître aujourd'hui, surtout quand on est au nombre de 3 personnes, d'un claquement de doigts. La section de recherche de Poitiers met de gros moyens sur l'enquête. Et le 11 juillet 1995, elle organise une perquisition approfondie de la maison de Lauzet. Et là, nous décidons de faire appel à des techniciens de l'IRCGN, donc l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui vient avec ce qu'on appelle un polylight. Alors un polylight, c'est donc une lumière blanche qui, grâce à des filtres, permet notamment de révéler facilement les traces biologiques. Grâce à cet appareil, de nombreuses traces brunâtres sont relevées. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Nantes. En 1995, les empreintes génétiques sont une toute nouvelle technique pour les magistrats. Et c'est dans ce cadre-là que le magistrat instructeur, dans ce dossier qui était très particulier, ce dossier de disparition, s'est dit que peut-être c'était un élément qui allait l'aider à solutionner son dossier. Et ce dossier est exemplaire parce que c'est un des rares dossiers où effectivement nous avons été amenés à comparer des empreintes inconnues avec des empreintes supposées des individus qui avaient disparu. Nous avons présenté l'arbre généalogique de la famille avec les différentes personnes que nous avions à notre disposition. En noir, j'ai fait figurer les 3 personnes qui avaient disparu et pour lesquelles, bien sûr, nous n'avions pas les codes génétiques. Donc la reconstitution s'effectue par comparaison, sachant que nous recevons la moitié de notre matériel génétique de notre mère et la moitié de notre matériel génétique de notre père. C'est-à-dire que pour reconstituer le code génétique, l'empreinte génétique de Marcel Rousseau, nous avions ses enfants, elle a transmis la moitié de son matériel génétique à chacun de ses enfants. Et pour savoir quelle moitié les enfants avaient reçue, eh bien, nous avons éliminé la partie reçue du côté paternel par l'analyse de François. Puis nous avons progressé dans cet arbre généalogique. À partir de Marcel et Jean, nous avons pu déduire le code génétique supposé de Patricia. Et une fois que nous avons eu celui de Patricia, nous avons pu, à l'aide de celui de François, donc le père de Johan,
estimer le code ou reconstituer le code génétique supposé de Johann. Parallèlement, les enquêteurs continuent à rechercher des témoignages. Bonjour madame, gendarmerie nationale, on fait une enquête. C'est pratiquement du porte-à-porte, on va dire. Hein. Donc les voisins, dans des cercles concentriques, on vérifie tous les témoignages qui sont portés à notre connaissance ou qu'on va directement chercher auprès de la population. Lauzet est un tout petit village et on n'a pas besoin de faire la publicité. Hein. Les gens savent très bien qu'on est là et savent tout de suite ce qui se passe. Et donc, en fait, les témoignages arrivent très rapidement. Et les gendarmes découvrent alors, presque par hasard, une version du déménagement à la ferme de la Contremarche bien différente de celle de Lenestour. En faisant l'enquête de voisinage donc à Prissé-la-Charrière, et non plus à Lauzet, on est tombé par hasard sur la mère donc, de Denisot qui nous a dit effectivement, mais mon fils et ma fille ont aidé à faire ce déménagement. Donc c'est purement le hasard, c'est absolument pas sur les indications de Lenestour. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que M. Lenestour organise le déménagement le 7, c'est-à-dire le lendemain. C'est que les 3 personnes ont non seulement participé au déménagement proprement dit des meubles qui appartenaient à M. Lenestour, bien qu'on s'apercevra par la suite que d'autres mobiliers ont disparu et qui étaient à Mme Becquet-Patricia. Nous apprenons notamment par les déménageurs que de nombreux documents ont été brûlés dans la cheminée. Et nous apprenons également qu'elle a été repeinte. La cheminée est donc entièrement démontée en 249 morceaux. Toutes les pierres ont été radiographiées à l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély pour rechercher projectiles, sans résultat. Et ensuite, elles ont été dirigées vers le CHU de Nantes pour faire des recherches ADN sous la peinture. La question des enquêteurs était de savoir si cette peinture n'avait pas été apposée pour masquer des traces de sang. Donc nous avons vu arriver dans notre laboratoire plusieurs gendarmes portant des morceaux de la cheminée et nous avons effectué des prélèvements au hasard puisque nous n'avions aucun indice pour savoir où chercher. Nous avons effectué plus de 250 prélèvements à la recherche de traces de sang et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, aucune trace de sang n'a été retrouvée parmi les 250 prélèvements que nous avons effectués. Les déménageurs ont également aidé Alain Lenestour à arracher les moquettes de la maison. Du moins, les moquettes des chambres donc, avaient été enlevées au moment du déménagement, mais celles de l'escalier et du palier de l'étage avaient été enlevées antérieurement. D'ailleurs, ces moquettes que ces gens-là voulaient récupérer et qu'ils trouvaient à leur goût, M. Lenestour les a brûlées immédiatement, il n'a voulu que personne les récupère. Lors de son audition, Jean-Jacques Denisot apporte des détails intéressants sur la 205 de Marcel Rousseau. Il n'a pas été seul à emmener la voiture à 205. On s'apercevra après que là, il nous a fait son premier mensonge et qu'en fait, il est allé avec quelqu'un d'autre, donc emmener la voiture sur le parking de Niort, et que c'est cette personne-là qui l'a ramenée au domicile. Et donc, il lui a dit, on va mettre le véhicule parce que Péquet me l'a demandé, devant la gare à Niort, on va laisser les clés dessus. Donc effectivement, c'est ce qui se fait. Ça paraît surprenant pour rendre le véhicule de quelqu'un. Enfin, je veux dire, ça paraît pas la bonne méthode. C'est presque un appel au vol, quoi. Alors que la suspicion autour d'Alain Lenestour grandit, soudain, 2 témoins affirment avoir vu Patricia le 11 juin à la piscine municipale de Loulé. Comme ces éléments étaient contradictoires par rapport aux autres éléments de l'enquête, on est obligé de pousser nos recherches. Et là, on a entendu toutes les personnes fréquentant cette piscine, c'est-à-dire une 50aine de personnes, pour fixer leur témoignage. Quand on fait l'élaboration de toutes les auditions, on se rend compte que c'est vraisemblablement vers le 21 mai qu'elles ont vu effectivement Patricia, qui était cette journée-là à la piscine. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais dans toutes les affaires où j'ai rencontré des disparitions, j'ai vu un homme, une femme, qui avaient vu les disparus. Souvent dans des endroits complètement surprenants, souvent dans des circonstances tout à fait inattendues, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de disparu qui n'ait pas été vu à un moment ou à un autre. Donc après accord du magistrat mandant, nous décidons donc le 16 août 1995 de mettre en garde à vue non seulement M. Lenestour, mais également tous ceux qui sont intervenus au cours du déménagement, plus la compagne actuelle de M. Lenestour.
Car Linda, sa nouvelle compagne, a menti. Elle ne l'a pas rejoint le 12 juin comme elle l'a déclaré, mais le 7, suite à un appel téléphonique d'Alain Lenestour. Ce qui va justifier la garde à vue de M. Lenestour, c'est l'ensemble des éléments qui sont apparus, notamment ces mensonges sur les moquettes et sur le véhicule Peugeot 205. Mais dès l'instant où l'on ment sur l'emploi du temps, sur des détails, on est suspect. Je sais, je vais avoir affaire à quelqu'un que tout le monde décrit comme violent, autoritaire, dominateur. Dès le départ, les limites sont fixées par l'intéressé, puisqu'il dit de quel signe astrologique êtes-vous? Je lui réponds, je suis du Lion. Il dit comme moi, donc ça va être très difficile. Et ensuite, sur le deuxième propos, c'est si vous me faites chier, je me mets la tête dans le bureau ou je passe par la fenêtre. Donc effectivement, je lui dis, Monsieur Lenestour, vous êtes là pour un témoignage. Je suis assez surpris par vos propos. On aborde les premiers éléments de sa vie, c'est-à-dire son curriculum vitae, sur les personnes qu'il fréquente, sa scolarité, les domiciles successifs. Et là, il met très rapidement fin aux éléments. Maintenant, moi je suis venu là pour les disparitions. Donc, c'est pas pour ma vie. Ma vie ne regarde que moi. Donc, il dit, non, c'est plus comme ça que ça va se passer, mon audition. À partir de maintenant, je veux des questions précises sur les éléments que vous voulez aborder, et je ne répondrai qu'à ces questions. Donc, on part sur un questionnaire, et forcément, donc, on aborde le sujet du déménagement. Donc, effectivement, il n'avait pas parlé du déménagement par les trois individus qui étaient venus l'aider parce qu'il semblait que c'était pas important, ça le concernait lui, pas la disparition. Concernant les moquettes, il nous avait dit que les moquettes de l'escalier et du palier avaient été enlevées le 31 mai et le 1er juin, puisqu'ils envisageaient de faire des travaux dans la maison avec Patricia. On sait que dès l'instant où il y a épanchement de sang, la moquette récupère le sang. Elle en est imbibée. Et on ne peut pas nettoyer une moquette imbibée de sang. Concernant la cheminée, il a dit qu'effectivement, elle avait brûlé des affaires, mais que ses affaires à lui, surtout pas les affaires à Patricia, et que, comme il avait brûlé énormément d'objets dans la cheminée, elle était toute noire. Donc il avait été obligé de la repeindre. Voilà. À la 15e heure de garde à vue, les gendarmes présentent au suspect les objets sous scellés saisis au domicile de Lozé. On lui présente notamment des sacs, des chaussures et des vêtements. Ce foulard, est-ce que vous le reconnaissez? Naturellement, il dit oui, cet objet-là appartient à Patricia. Oui, cet objet-là appartient à Patricia. Oui, ça. À Patricia? Et là, il dit mais vous voyez les chaussures? En fait, les chaussures ne sont pas à Patricia, elles sont à sa mère. Le foulard n'est pas à Patricia, il est à sa mère. Le sac n'est pas à Patricia, il est à sa mère. Comment pouvez-vous expliquer que des personnes qui partent volontairement, notamment la grand-mère, qui n'est là que pour quelques jours, partent sans emmener ses objets et ses affaires? Qui plus est, ses chaussures, seul paire qu'elle avait, donc elle repart pieds nus. Et là, M. Lenestour se sent bloqué et il met fin à son audition. Il ne répond plus quand sa version est contredite par d'autres témoignages. Il se réfugie dans le silence. Après une interruption de quelques heures, l'interrogatoire reprend. On reparle des événements. Notamment, donc il a appris par la presse qu'on avait trouvé des traces de sang dans la maison. C'est pas exactement où. Et là, il nous relate une histoire selon laquelle Johan, dans l'après-midi du 6, a eu un accident de vélo et qu'il saignait du doigt. C'était pas à la chute du vélo, puisque ça s'est passé dans le pas de la cour chez nous, dans la chute du vélo. Le gamin n'avait pas de mal. Il est rentré par la porte de la baie vitrée dans la maison qu'il a soignée. C'est pour ça que, certainement, on a pu trouver des traces de sang. Dans ses propos, incidemment, il dit « Johan était douillet ». Donc nous continuons l'audition, tranquillement. Et quelque temps après, on revient sur ses propos.
Pourquoi vous avez dit que Johan était douillet? Il ne l'est plus, cet enfant. Et là, blocage. Et deuxième fois, fin l'audition, je suis fatigué, je n'ai plus rien à dire. 20e heure de garde à vue, le suspect a le droit de rencontrer son avocat. À ce moment-là, le Nestour me dit exactement les mêmes choses que celles qu'il a dites aux enquêteurs et aux juges d'instruction à l'occasion du début de l'enquête. Est-ce que je considère que je peux efficacement le défendre et est-ce que moralement j'ai envie de le défendre? C'est ça ma problématique. Ensuite, 2 ou 3 heures après, on reprend une audition. La dernière. Donc on reparle des différents éléments, des arrachages de moquettes, des contradictions par rapport à sa première version. Et là, on le sent agacé. Et la première intervention d'un enquêteur... Arrête de dire des conneries, là. Vide ton sac, dis-nous que tu les as tués. Là, je ne dis plus rien du tout. Apparemment, votre idée est déjà faite sur ma culpabilité. Donc tout ce que je dis ne sert à rien. Donc je ne veux plus rien dire. Et voilà comment se termine l'audition de M. Le Nestour. Ma question, c'est est-ce qu'il existe un doute raisonnable et qui fait qu'il est peut-être bien innocent malgré toutes ces charges qui semblent exister contre lui? Et j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que je ne comprends pas, il y a des choses qui me surprennent, il y a des choses qui, comme les enquêteurs, me paraissent extrêmement étonnantes, mais je me dis, bon sang, c'est peut-être pas lui. Parallèlement, l'audition des déménageurs accable encore un peu plus le ferrailleur. L'un d'entre eux nous a dit... Monsieur Le Nestour avait jeté sur le tas qui était destiné à la déchetterie une superbe coupe, mais le bol de cette coupe était déformé. Donc je lui ai demandé l'autorisation de la prendre. Et là, il y a eu une réaction extrêmement violente. Moi, je peux l'emporter, ça? C'est pas pour toi, ça. Il a dit non, surtout pas. Je t'interdis de prendre cette coupe. Oh, puis j'ai attendu, et puis dans son dos, j'ai pris cette coupe, je l'ai mis dans ma voiture. Donc cette coupe, il avait à son domicile, une coupe qui faisait 80 cm de haut. Et pour déformer le bol de la coupe, il faut taper avec une force incroyable. La coupe est immédiatement saisie pour être analysée, mais sans résultat. Alors que les autres personnes interpellées sont relâchées, Alain Le Nestour, lui, est présenté au juge d'instruction et incarcéré à la maison d'arrêt de Saintes. Tout laissait penser qu'il y avait eu, en fait, une scène de meurtre dans cette maison. Et que M. Le Nestour, par rapport à ses auditions, ses omissions, ses contradictions, qui cherchait à chaque fois à faire le flou par rapport à des situations, n'était pas étranger à cette disparition. Et la reconstitution des faits donne en partie raison aux enquêteurs. M. Le Nestour explique sa position par rapport au moment où elles sont montées dans un véhicule. Et là, effectivement, on se rend compte que, tel qu'il le disait, derrière la porte d'entrée, regardé par le carreau, il est impossible de voir l'immatriculation des véhicules comme il l'avait dit. C'était impossible. Donc le départ volontaire est complètement imaginaire. L'audition des nombreuses et anciennes concubines d'Alain Le Nestour confirme également ce dont il est capable. Non, je n'ai pas d'enfant. Majoritairement, elles ont toutes fait état de violence de sa part. Vous aviez des marques? Nous avons eu le témoignage notamment d'une personne qui a été marquée à vie. C'est lui qui vous a demandé de tatouer? C'est lui qui m'a fait. Pour affirmer sa propriété, il a été jusqu'à la tatouer sur le bras de son prénom, Alain. Il ne voulait pas qu'elle le quitte. Et il lui a dit, si tu me quittes, je suis capable du pire. J'étais devenue sa chose. Plusieurs fois, il y a eu des scènes d'étranglement pour lui dire, voilà ce que je peux faire si tu t'en vas. Autre élément aggravant, le résultat des expertises est formel. Les taches trouvées dans la maison de Lauzet sont bien des traces de sang de Patricia et de Johan. En ce qui concerne la chambre, nous avons retrouvé une empreinte génétique qui était celle de Patricia Pernin, ou en tout cas avec une forte probabilité. Et par contre, l'empreinte du petit garçon a été retrouvée sur des marches d'escalier qui menaient vers le garage, également sur un éclat de bois. Informé de ces résultats par son avocat, Alain Le Nestour change sa version des faits devant le juge d'instruction le 18 septembre 1995.
il va indiquer qu'en fait, il y a eu une rixe entre lui et Patricia et sa grand-mère. Et que des coups ont été échangés, des blessures ont été provoquées, et que effectivement, il doit y avoir du sang à certains endroits de la maison. Et pourquoi n'a-t-il pas dit, avant qu'on découvre les traces de sang, qu'il y avait eu une bagarre, qu'il y avait eu une dispute? Il a évolué dans le déroulement des faits, en essayant de coller aux éléments qui apparaissaient dans le dossier. Je suis incapable de vous dire, en le regardant à ce moment-là, ce qu'il peut avoir à l'intérieur de la tête. On n'en sait rien. Et l'homme donne encore une nouvelle version de son histoire. D'après lui, le 6 juin, Patricia serait revenue à la maison vers 19h30 avec la ferme intention de le quitter. Oh, tu te barres! On peut s'imaginer que Patricia, quand il lui a dit qu'il fallait qu'il s'en aille, il a eu une réaction violente. Connaissant les antécédents de M. Lenestour, certainement qu'elle ne s'est pas relevée. La grand-mère est intervenue. Une deuxième bagarre. Il dit qu'il a poussé Mme Rousseau dans les escaliers, qu'elle est tombée. Et là, certainement qu'il met fin à ses jours également. Mamie! Mamie! On ne peut pas imaginer la fin tragique de l'enfant. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas et ça doit être extrêmement cruel. L'orientation criminelle est là nettement privilégiée. Et donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est les corps, puisqu'en fait, il apparaît impossible de retrouver les personnes vivantes. Rien ne démontre qu'elles le soient. Alain Lenestour possède de nombreuses propriétés, chacune au nom d'une de ses maîtresses. Elles vont toutes être listées, répertoriées, et elles vont toutes être perquisitionnées, avec des gros moyens. Il a un comportement qui consiste à être très très procédurier, c'est-à-dire qu'en fait, il vérifie tout, mais il ne donne aucune indication. Il assiste, simplement, sans rien dire. Et à chaque fois, c'était la recherche de l'incident. Tout était prétexte, un regard, une réflexion, pour dire moi j'arrête la perquisition, je démarre et je vais rentrer. Il ne cherche qu'une chose, c'est pouvoir s'échapper. Donc en fait, il faut quand même le surveiller en permanence. On a eu aussi des épisodes où il a simulé un malaise. Mais malgré ces nombreuses tentatives d'obstruction, les recherches poursuivent. On a fait des sondages, on a cassé des dalles de béton, on a creusé sous des garages. Les perquisitions ont été faites pendant plus de 2 mois. Tous les puits, toutes les fosses, tout a été fouillé. La gendarmerie fait appel à des pompiers pour vider les puits et à des spéléologues pour les explorer. Nous avons découvert un vêtement d'enfant et un tournevis, je crois. Les recherches ADN ont été effectuées, mais ça n'a rien apporté. La recherche des corps s'élargit. Donc on a fait effectivement fouiller tous les plans d'eau des départements de la Charente-Maritime, de la Vendée et des Deux-Sèvres. Même les rivières ont été fouillées. Les enquêteurs ont fouillé toutes les citernes d'incendie, les puits, tout autour, les mares dans les Deux-Sèvres, partout là. Pourtant les mares, c'était pas marrant parce qu'ils mettaient une corde tous les mètres et puis ils passaient tous les mètres comme ça. Pour élargir encore un peu plus les recherches, les enquêteurs ont même recours aux nouvelles technologies. Notamment une technique utilisée en Yougoslavie pour la recherche des charniers. C'est une caméra thermique
qui permet donc de filmer le sol à une hauteur déterminée. Et ces images avec des filtres permettent de déterminer si la Terre a été récemment bougée. Avec celle-ci, nous avons survolé les différentes propriétés de l'Unestour, puisque un corps enterré dégage une chaleur, même en plein hiver. Donc toutes les zones qui ont donné lieu à des différences de température ont fait l'objet d'investigations, soit à l'aide de pelleteuses ou d'ouvriers de manutention, et jamais nous n'avons trouvé quelque chose en ces lieux. Concernant les compressions, on savait que M. Lenestour travaillait avec notamment un récupérateur de métaux sur Niort et un autre sur Bordeaux. Donc nous sommes allés sur place, on a fait procéder à un compactage de véhicules pour voir si effectivement on pouvait compacter un véhicule avec des corps à l'intérieur. L'opérateur lors de cette opération, se situe à une dizaine de mètres. Et on s'est rendu compte que quand on compactait un véhicule, ne serait-ce que par l'huile présente dans la boîte de vitesse, qui représente à peu près la quantité dans un corps, l'ensemble de la plateforme était taché d'huile. Donc l'opérateur, s'il y avait du sang, l'aurait vu. On a même recherché à l'usine d'incinération de Saint-Jean-d'Angély. Mais il faut savoir que pour la crémation d'un corps, il faut quand même une température de 1200 degrés. Aucun résultat. On a même fait appel à un moment à des radiesthésistes pour voir, puisqu'il y en avait qui avaient eu des expériences avec la gendarmerie qui s'étaient avérées avec des résultats probants. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc les recherches ont été arrêtées après 1 an et demi d'enquête, puisque on pensait avoir fait tous les lieux où on pouvait dissimuler des cadavres. Mais en janvier 1996, les enquêteurs apprennent qu'Alain Lenestour se serait confié à des co-détenus. Au retour d'une perquisition, M. Lenestour a dit à un autre détenu « J'ai eu chaud, ils ne sont pas passés loin ». D'autres détenus et co-détenus diront avoir eu des révélations de la part de M. Lenestour, en disant notamment n'importe comment où je les ai mis, ils ne sont pas prêts de les trouver. M. Lenestour est assez intelligent pour se servir d'éléments extérieurs de façon à créer le doute. Oui, je pense que c'était une manipulation des autres détenus. Il y a donc eu l'usage d'un procédé très efficace. Parce qu'en général, chaque fois qu'un criminel a essayé de faire disparaître un corps, par membre, il revient. C'est effrayant, mais le corps déchiqueté, le corps morcelé, se signale. Et là, on n'a vu apparaître ni un bras, ni une main, ni une jambe. Rien. Les corps sont toujours introuvables, donc toutes les hypothèses se valent. Lui en a soulevé 2, donc autant que je me souvienne, auprès d'une ancienne concubine, où un jour il l'a menacé de mort, il lui a dit « de toute façon, je sais comment je ferai disparaître ton corps en le faisant brûler avec des pneus, il n'en restera rien ». Et la deuxième, c'était, je crois, un co-détenu, auquel il a dit « de toute façon, la meilleure solution pour pas qu'on retrouve de corps, c'est de les mettre dans un cimetière ». On le met dans la voiture, on passe la voiture dans la presse et puis on sort un cube. L'immersion, on n'est quand même pas loin de la mer et de l'océan, hein, avec son va-et-vient complètement frénétique. Hein. Moi, je crois que les corps ont été jetés à la mer. Même s'il n'y a pas eu d'aveu, il y a eu quand même beaucoup de contradictions donc, dans ces auditions et une adaptation permanente de ces déclarations par rapport aux faits. Tous ces faits ont conduit à la construction d'un faisceau d'indices précis et concordants. Ce qui a valu à cet individu d'être renvoyé devant la cour d'assises pour y être jugé. Le 28 avril 1997, le juge d'instruction de Saintes délivre une ordonnance retenant les charges d'assassinat à l'encontre d'Alain Lenestour. Son procès pour triple assassinat s'ouvre dans une grande tension, le 20 janvier 1998, devant la cour d'assises de Charente-Maritime. Le procès est important puisqu'on va juger un homme sans savoir ce que sont devenus ses potentielles victimes. Une des premières surprises de ce procès
tient au changement d'apparence de l'inculpé. On nous l'avait présenté comme quelqu'un imbu de sa personne, autoritaire, les Santiago et les blousons de cuir, les cheveux longs. Et puis, moi, qui ne le connaissais pas, je découvre quelqu'un d'un peu réservé, cheveux gris et courts, un peu rond, enfin pas gros, mais monsieur tout le monde, quoi. Quelqu'un qui se fait discret dans le box des accusés. Tout le monde est tendu. L'issue du procès est incertaine. Le Nestour va-t-il enfin avouer? C'était pas un dossier facile. Il y avait une accusation qui disposait d'énormément d'armes, mais un enjeu évidemment très important, parce que le risque, s'il était déclaré coupable, c'était la perpétuité. Pour tous les protagonistes, les audiences sont éprouvantes. Alors c'est un procès qui a été violent, à l'image de l'accusé. Comme s'il avait répandu un peu de son venin dans l'âme de ses victimes. Et l'accusation dit, dans le cadre de cette altercation, vous l'avez tué. Et après, vous avez fait disparaître les témoins de votre crime. Voilà la thèse de l'accusation. La défense, elle avait un but. Créer le doute. But légitime. Puisque le doute doit profiter à celui qui est accusé. On essaie de poser des questions ennuyeuses. On essaie de demander des précisions. On essaie de demander les raisons pour lesquelles tel acte d'enquête a été fait ou pas fait. On essaye parfois de mettre les enquêteurs en difficulté. On le disait eux-mêmes, les gendarmes, de mémoire, à défaut d'avoir des pièces, des preuves, ils ont des convictions. Ils ont eu des convictions. Tout l'enjeu du procès repose en fait sur deux questions. Les disparus sont-ils morts? Et si oui, Alain Le Nestour les a-t-il tués? Est-ce qu'on a la preuve du décès de ces trois personnes? Parce que malgré toutes les recherches, personne n'avait été retrouvé. Alors le doute plane sur la salle d'audience, y compris sur les bancs de l'accusation. On n'a pas la preuve du crime, on n'a pas le corps du délit, aucune dépouille n'a été retrouvée, et circule comme ça dans la tête des jurés que peut-être ces trois personnes avaient une bonne raison de s'en aller. Pourtant, les témoignages à charge sont impitoyables. On a des témoins qui sont venus dire que quand il éclatait en colère et que sa violence s'exprimait, il pouvait tout casser, quoi. Et puis surtout casser des gueules. Son propre frère vient déclarer à la barre « Alain est capable de les avoir fait disparaître, c'est un affabulateur, un mordu du mensonge ». Alain Le Nestour avait un passé tumultueux. Il était connu de la justice, il n'était pas forcément apprécié de tout le monde et il ne s'était pas toujours comporté de manière convenable. C'est pas parce que je suis capable de faire quelque chose que pour autant je l'ai fait. L'accusation est à bout, elle veut savoir. Il nie. Il nie et il dit qu'elles sont parties. Qu'elles sont parties parce qu'elles voulaient partir. Et il ne donne pas d'explication. On a la réponse, on sait parfaitement qu'Alain Le Nestour ne va pas changer son discours, son raisonnement. J'ai le souvenir de Bernard Lefebvre, qui est avocat à Saintes, qui était pour l'une des parties civiles, qui à un moment a hurlé en demandant à Alain Le Nestour « Mais dites-nous où vous les avez mis, quoi ». Les réquisitions de l'avocat général sont sans concession. Réclusion criminelle à perpétuité. On sentait que le délibéré allait être un délibéré riche. Ça a duré 4 heures. Les jurés sont face à un cas d'école. Tout un faisceau d'indices désigne Alain Le Nestour comme le coupable. Mais faute d'avoir retrouvé les corps, il n'y a aucune preuve absolue. Ils vont devoir prendre leur décision sur leur seule et unique intime conviction. L'intime conviction, cela signifie qu'on peut condamner quelqu'un sans preuve. Simplement parce qu'on a en soi l'intime conviction qu'il est coupable. Alors, de quoi est faite l'intime conviction? De quoi? Allez savoir. De la gueule du client? De ses réactions? De sa psychologie? De la démonstration que l'avocat va faire? Qu'est-ce qui fait l'intime conviction? Tout. Et puis aussi rien. Et le verdict a été réclusion criminelle à perpétuité. Et parce qu'il y a eu meurtre d'un mineur de moins de 15 ans,
la condamnation à perpétuité est accompagnée d'une peine de sûreté de 18 ans. La décision finale de la cour d'assises va être coup mortel suivi de 2 assassinats. Personne ne s'est senti libéré par ce verdict, même pas les parties civiles. Une condamnation, oui, mais pas de réponse à leur interrogation principale concernant la disparition des enfants, de l'enfant, de sa grand-mère et de sa maman. Il ne s'est pas effondré, il a été écrasé par le poids de la sentence, hein, sans doute, mais il n'y a pas eu de hurlement, il n'y a pas eu de... Voilà, il a été condamné. C'est l'absence de corps qui a fait la profondeur, si j'ose dire, médiatique de ce procès. On a toujours une espèce de sentiment d'insatisfaction quand on n'a pas la vérité absolue. Et dans cette affaire-là, il y a encore, de mon point de vue en tout cas, une part de mystère. Mais cette affaire dont nous parlons, elle est fantastique du point de vue de la recherche des preuves psychologiques et de la démonstration d'une culpabilité à partir d'éléments psychologiques. Alors, que s'est-il réellement passé le 6 juin 1995 dans la maison de Lauzet? Que sont devenus Marcel Rousseau, Patricia Péquet et son fils Johan? Aujourd'hui encore, Alain Lenestour, du fond de sa cellule, conserve son secret. J'ai tout mis en œuvre pour retrouver les corps. Ne serait-ce que pour la famille, on avait quand même à cœur de trouver les 3 personnes, vivantes ou mortes. Mais on avait à cœur de les trouver. J'ai fait humainement tout ce qui était en mon pouvoir. Moi, la jeune femme et puis le gamin, j'en garde un très bon souvenir. Le gamin était très gentil. Si j'étais parti de Mam, j'aurais des nouvelles quand même maintenant. Patricia, c'est bien dommage qu'elle soit disparue parce que c'était une charmante fille, pleine de vie, plein de bonheur, plein de courage et volontaire. On aurait bien aimé trouver les corps pour leur offrir une sépulture un peu plus digne que celle qu'ils doivent avoir en ce moment.